Bienvenue dans Speedcast, saison 2, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant du sport auto. Singapour, cité-État hérissée de tours de verre, accueille ce soir-là l'histoire. Pour la première fois, la Formule 1 s'aventure sous les étoiles, ou plutôt sous une forêt de projecteurs qui transforme la nuit tropicale en un théâtre éclatant. C'est une course attendue, une course qui fascine déjà avant même que le décor ne soit planté. L'idée paraît folle, organiser un Grand Prix au cœur d'une mégapole moderne, avec des pilotes lancés à 300 km/h dans un dédale de rues étroites, bordé de murs impitoyables. Mais c'est aussi la promesse d'une nouvelle ère pour la discipline, spectaculaire, mondialisée, ultra médiatisée, avec cette première course nocturne de l'histoire de la F1. Au soir du 28 septembre 2008, tout semble possible, la saison bat son plein et le championnat est incandescent. Deux hommes se disputent alors le titre avec une intensité rare. Lewis Hamilton, la jeune étoile montante de McLaren, et Felipe Massa, le Brésilien de Ferrari qui porte sur ses épaules les espoirs d'une Scuderia en quête d'un successeur à Michael Schumacher. La tension est palpable, chaque point compte, chaque erreur peut coûter cher. Mais à Singapour, un autre acteur entre en scène, Renault, équipe française qui a brillé 2 ans plus tôt avec Fernando Alonso, se retrouve englué dans une saison frustrante. Alonso, de retour après une parenthèse houleuse chez McLaren, traîne son talent comme une blessure. La voiture n'est pas à la hauteur, les podiums se dérobent et les victoires semblent désormais appartenir au passé. Aux côtés de l'Espagnol, un jeune homme tente tant bien que mal de se faire un prénom. Nelson Piquet Jr., fils du triple champion du monde brésilien, peine à exister. Les comparaisons avec son père l'écrasent, les erreurs s'accumulent, la confiance s'effrite et dans les coulisses de l'écurie, les regards deviennent lourds de jugement. Le décor est planté, une nuit scintillante, une piste inédite, des champions en duel et une équipe au bord du gouffre. Personne ne le sait encore, mais dans l'ombre de cette première course à Singapour, une page sombre de la F1 est sur le point de s'écrire, une page où la gloire se confondra avec la manipulation et où la victoire portera l'empreinte du scandale. 2 ans plus tôt, tout semblait pourtant simple. Renault dominait le monde, 2005 et 2006, 2 titres de pilote pour Fernando Alonso, 2 titres constructeurs pour l'équipe d'Enstone, un triomphe presque inattendu pour une équipe que beaucoup n'avaient pas vu venir. Mais en F1, la gloire est un château de sable. Dès 2007, l'édifice commence à se fissurer. Alonso, attiré par McLaren, partit rejoindre Lewis Hamilton et Ron Dennis dans une alliance qui explosera en plein vol. Renault, privé de son joyau, ne retrouve pas le chemin des podiums et quand Alonso revient en 2008 après une saison cauchemardesque et un divorce brutal avec McLaren, ce n'est pas la même histoire. La R28 née cet hiver-là n'est pas une mauvaise voiture, mais ce n'est pas une grande voiture non plus. Trop lourde, trop instable, incapable de rivaliser avec les Ferrari et les McLaren. Alonso, habitué au sommet, se morfond en milieu de grille. À chaque conférence de presse, son regard sombre, ses phrases laconiques trahissent l'ennui, la frustration, parfois même la résignation. Dans le garage, l'ambiance est tendue. Flavio Briatore, le patron, imposait sa présence comme un ouragan. Italien flamboyant, manager de mode reconverti en dirigeant d'écurie, ne laisse personne indifférent. Ses chemises ouvertes, ses lunettes teintées, son autorité brute faisaient de lui un personnage hors norme dans le paddock. Mais derrière le charisme se cachait aussi une brutalité d'un homme obsédé par la victoire, prêt à tout pour la retrouver. À ses côtés, Pat Simon, ingénieur en chef, l'exact opposé, réservé, méthodique, presque invisible, un stratège de l'ombre respecté pour son intelligence et sa capacité à lire les courses. Si Briatore était le visage public de Renault, Simon était l'esprit discret. Dans ce climat d'urgence, l'orgueil blessé, d'une ambition contrariée, l'équipe cherche un électrochoc. Quelque chose, n'importe quoi pour redonner un souffle à sa saison. Le podium, la victoire, l'exploit. Il fallait recréer un miracle. Et parfois, quand la victoire semble trop loin pour être atteinte par le talent, certains esprits commencent à imaginer d'autres chemins, des chemins obscurs, dangereux, presque impensables. Un paddock de Formule 1 ressemble souvent à un théâtre. Devant les caméras, on affiche les sourires, on répète les éléments de langage, on promet du progrès. Mais derrière les murs des motorhomes, c'est une autre histoire. La tension, la peur, la stratégie et les ultimatums. C'est dans ce climat suffocant qu'une idée naît, une idée folle, une idée qu'on ne devrait jamais avoir dans le sport.
Les récits diffèrent, les versions changent selon les protagonistes. Certains diront que c'est Briatore lui-même qui l'a suggéré. D'autres pointeront Pat Simon, ingénieur en chef. D'autres affirmeront encore que Piquet Junior est en détresse et a proposé lui-même cette option. Mais au fond, qu'importe, une graine a été plantée. Et cette graine est la suivante, provoquer un accident volontairement. Dans l'univers fermé de la F1, tout le monde connaît l'importance de la voiture de sécurité. À Singapour, un circuit urbain bordé de murs, les chances de la voir apparaître sont très élevées et chaque safety car, empêchant les passages au stand, peut bouleverser une course, redistribuer les cartes et transformer un perdant en gagnant. Le plan alors prend forme. Alonso partira avec une stratégie étrange, un arrêt très tôt avant tout le monde, une décision qui n'aurait de sens que si un événement venait bouleverser la course. Cet événement, ce serait l'accident de Piquet Junior, un crash bien placé, assez sérieux pour qu'une voiture de sécurité soit déclenchée, mais pas trop violent pour ne pas mettre le pilote en danger. Le lieu est étudié, le virage 17, une courbe serrée bordée de murs, parfait pour garantir l'intervention des commissaires et le déploiement de la safety car. L'idée est terrifiante, elle franchit toutes les lignes rouges du sport. La Formule 1 a connu ses stratégies osées, des coups tactiques risqués, mais jamais on n'avait envisagé d'altérer délibérément le cours d'une course par un acte aussi artificiel, aussi dangereux. Et pourtant, dans le secret des réunions, le projet s'installe. Nelson Piquet Jr., jeune, fragile, dépendant de Briatore, se retrouve au centre de cette nouvelle machination. On lui demande l'impensable, heurter volontairement un mur à 200 km/h pour servir les intérêts de l'équipe. Il n'a pas la force de refuser, son avenir dépend de Renault, de son patron, de ce baquet. Il est prisonnier d'une spirale où la loyauté et la peur s'entremêlent, alors il accepte. Le plan est en place, les cartes sont distribuées, reste à voir si ce soir-là, à Singapour, l'inimaginable deviendra réalité. La nuit est tombée, le circuit s'embrase de 1000 lumières, les gradins sont pleins, l'excitation est palpable. C'est plus qu'une course, c'est un spectacle, une première mondiale, la F1 en nocturne. Les caméras du monde entier diffusent des images presque irréelles, des bolides scintillants sous des projecteurs comme des flèches de lumière dans un décor de science-fiction. En pole position, Felipe Massa, le Brésilien, a signé un tour parfait et rêve d'imposer sa Ferrari dans ce décor inédit. À ses côtés, Lewis Hamilton, son rival pour le titre, guette la moindre ouverture. Derrière eux, la meute est lancée. Fernando Alonso, lui, n'est que 15e sur la grille. Pour un double champion du monde, c'est une place indigne. Sa stratégie paraît étrange, un plein d'essence minimal, un arrêt prévu très tôt, personne ne comprend vraiment ce choix, mais personne n'imagine encore ce qui se trame. Les feux s'éteignent, la symphonie des moteurs V8 explose dans la nuit, les monoplaces s'élancent, Massa conserve la tête, Hamilton s'y accroche, les tours s'enchaînent dans un ballet hypnotique de vitesse et d'étincelles. Alonso remonte de quelques places mais reste bloqué loin du podium, rien ne laisse présager un miracle. À la fin du 11e tour, Alonso s'engouffre dans les stands, un arrêt trop tôt, incompréhensible, les commentateurs s'interrogent, quelle drôle de stratégie. L'Espagnol repart en queue de peloton, hors du coup, ses chances semblent s'évaporer. 2 tours plus tard, Nelson Piquet Jr. aborde le virage 17, sa Renault glisse, perd l'arrière et va percuter violemment le mur. L'impact est spectaculaire, la monoplace est détruite, les commissaires se précipitent, Piquet s'en sort, indemne, titubant légèrement, secoué mais vivant. Immédiatement, la safety car est déployée et avec elle, la course bascule dans le chaos. Les pilotes qui se ruent dans la voie des stands sont pénalisés, ceux qui restent en piste voient leur stratégie complètement ruinée. Chez Ferrari, c'est la catastrophe, Felipe Massa, leader solide jusque-là, est relâché trop tôt des stands avec le tuyau de ravitaillement encore fixé à la voiture. L'image est surréaliste, la Ferrari traîne un long tuyau dans la pit lane, les mécaniciens courent, crient, gesticulent, Massa perd un temps considérable, sa course s'effondre. Pendant ce temps, Alonso lui profite du timing parfait. Déjà arrêté juste avant l'accident, il n'a pas besoin de repasser par les stands. Il remonte mécaniquement, dépasse, se hisse parmi les leaders. Quand la course reprend, il est là, dans une position inespérée. Tour à tour, l'Espagnol attaque avec une férocité retrouvée. Sa Renault, légère en essence, file comme un fauve libéré et dépasse, grignote, prend l'ascendant. Peu à peu, le miracle prend forme. Au bout de 2 heures de lutte dans cette nuit moite de Singapour, Alonso franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. C'est l'euphorie, le paddock, Renault explose, Briatore rayonne, Simon jubile, Alonso sur le podium savoure. Devant les caméras, elle sourit, comme enfin libérée d'un poids. Mais derrière les sourires et le champagne, un malaise plane déjà.
Cette victoire surgit du néant semble trop belle, trop parfaite pour être vraie. Certains journalistes chuchotent, certains rivaux froncent les sourcils. L'accident de Piquet Jr. survenu au moment idéal paraît étrange, presque trop opportun. Mais ce soir-là, personne n'ose poser la question à voix haute. Dans les archives, cette course restera comme la première victoire de la Formule 1 de nuit, un moment historique, mais pour ceux qui savent ou qui le devinent, c'est aussi le soir où la Formule 1 a franchi une ligne invincible. Dans le paddock, les bruits courent, certains pilotes chuchotent à demi-mot, les ingénieurs, eux, savent combien la probabilité était infime qu'un tel plan fonctionne, sauf si l'accident a été provoqué. Mais qui oserait croire à une telle tricherie ? Et surtout, qui aurait le courage de l'affirmer publiquement ? La saison reprend son cours, après Singapour on file au Japon, en Chine et enfin Interlagos, pour l'ultime affrontement entre Massa et Hamilton. Et dans cette lutte titanesque pour le titre, la victoire d'Alonso à Singapour devient une note en bas de la page, l'attention médiatique se déplace ailleurs. Le 2 novembre à Sao Paulo, Lewis Hamilton arrache son premier titre mondial dans l'un des derniers virages de la saison, face à un Felipe Massa brisé par la cruauté du destin pour un tout petit point. Ce final hollywoodien écrase tous les autres récits. Qui se soucie encore de la victoire d'Alonso à Singapour, désormais perçue comme un simple épisode secondaire ? Il faudra attendre presque un an pour que la vérité commence à fissurer dans le silence. Pendant des mois, rien ne transmet. Le paddock a appris à vivre avec les soupçons, à les enfuir sous la poussière des Grands Prix. Alonso continue sa saison 2009, Renault poursuit son chemin. Nelson Piquet Jr. reste ce pilote en sursis, fragile, malmené par les critiques. Mais à l'été 2009, tout s'effondre après une série de résultats médiocres. Renault décide de se séparer de Nelson Piquet Jr. L'annonce est brutale mais attendue. Le fils du triple champion n'a pas convaincu. On parle de ses sorties de piste trop fréquentes, des classements trop loin. Dans le monde de la F1, l'échec ne pardonne pas. Pourtant, personne n'imagine la tempête qui va suivre, car Nelson Piquet Jr. refuse de partir en silence. Derrière lui, il y a un père, Nelson Piquet Senior, triple champion du monde, figure imposante du sport auto, mais aussi homme de caractère, rancunier, incapable de laisser une telle humiliation sans réponse. En 2009, un communiqué secoue le paddock. Piquet Jr. accuse Renault d'avoir orchestré son accident lors du Grand Prix de Singapour. Il part d'un plan élaboré par Briatore et Pat Simon et d'une pression psychologique qui l'aurait poussé à accepter l'impensable. Les mots tombent comme des bombes. Les réactions sont immédiates, le souvenir du crash ressurgit dans toutes les mémoires. Les images du virage 17 de la Renault détruite contre le mur repassent en boucle sur les écrans. Cette coïncidence, si trouble à l'époque, prend soudain un sens glaçant. La F1 ouvre une enquête, le monde entier s'interroge, peut-on vraiment croire une écurie capable de demander à son pilote de se crasher volontairement ? L'idée paraît tellement folle, tellement contraire à l'esprit sportif, que certains peinent à y croire. Et pourtant, les témoignages commencent à s'accumuler. Piquet Jr. répète son récit, il fournit des détails précis, l'endroit choisi, la chronologie, les conversations. Bientôt, les regards se tournent vers Briatore et Simon. Tous les deux nient avec véhémence. Ils parlent d'une vengeance, d'accusations mensongères d'un pilote vexé d'avoir perdu son rôle. Mais la machine est lancée. L'affaire, déjà baptisée Crashgate par la presse, prend des allures de scandale planétaire. Les titres des journaux s'emballent, les sponsors s'inquiètent, les fans se déchirent, certains défendent Alonso et Renault, d'autres dénoncent une tricherie d'une ampleur inédite. En coulisses, les dirigeants de la FIA savent que cette affaire dépasse le simple cadre sportif. La crédibilité même de la Formule 1 est en jeu. Si les accusations s'avèrent vraies, alors la discipline est face à l'un de ses plus gros scandales. Ce qui en 2008 n'était qu'un malaise diffus devient désormais une certitude terrifiante. Cette victoire historique de Singapour cache un secret inavouable et le monde entier s'apprête à découvrir jusqu'où Renault est allé pour retrouver la gloire. La nouvelle explose à la fin de l'été 2009. Le paddock, encore engourdi par la trêve estivale, se réveille dans un climat de suspicion. La FIA, l'instance qui régit la Formule 1, n'a pas le choix. Elle ouvre une enquête officielle. Très vite, les enquêteurs convoquent les protagonistes. Nelson Piquet Jr. est le premier à parler. Son témoignage est long, précis, glaçant. Il raconte les réunions, la pression constante, l'idée d'un accident volontaire évoqué par ses supérieurs. Il explique le virage choisi, le moment exact, le rôle que chacun a joué. Ses mots sont clairs. Il n'a pas perdu le contrôle de sa voiture ce soir-là. Il l'a détruite parce qu'on lui avait demandé. Pour beaucoup, entendre un pilote avouer cela est presque irréel. Le crash de Singapour avait été spectaculaire, dangereux, potentiellement mortel. Admettre qu'il avait provoqué un accident volontairement dans une discipline où les vies sont en jeu relève du blasphème. Les enquêteurs convoquent ensuite Flavio Briatore.
Fidèle à son style, l'Italien nie en bloc, costume impeccable, regard sombre derrière ses lunettes teintées. Il parle de calomnie, d'un complot monté par les Piquet pour se venger d'un licenciement. Il joue l'indignation, accuse la famille Piquet de salir son nom. Son discours est offensif, presque théâtral. Pat Simon, l'ingénieur, adopte une autre attitude. Plus réservé, plus hésitant, il se retranche derrière des réponses vagues, finit par reconnaître certains faits sans aller jusqu'au bout de l'aveu complet. Il laisse entendre que l'idée de l'accident avait bel et bien été évoquée. Ce flottement dans sa défense fragilise considérablement la position de Renault. Pendant ce temps, la FIA foule les communications internes de l'équipe, les relevés, les échanges radio, les stratégies planifiées. Rien ne montre explicitement l'ordre donné, mais l'ensemble dessine un puzzle troublant. La stratégie décalée d'Alonso, l'accident opportun, la réaction immédiate du stand, trop d'éléments s'emboîtent avec une précision suspecte. Lorsque l'enquête avance, Renault se retrouve acculé, les preuves circonstancielles s'accumulent, les témoignages convergent, l'opinion publique gronde, les sponsors menacent de fuir, la FIA prépare son verdict. Et dans les bureaux feutrés de la fédération, une question obsède les dirigeants: comment punir une tricherie qui dépasse l'entendement sans briser à jamais l'image de la discipline? Le 21 septembre 2009, dans une salle d'audience parisienne, la Formule 1 retient son souffle. Le Conseil mondial du sport automobile de la FIA s'apprête à livrer son verdict sur l'affaire qui secoue le paddock depuis plusieurs semaines. Devant les caméras, les visages sont fermés, graves. Chacun sait qu'un chapitre entier de l'histoire de la discipline est sur le point d'être écrit. Les enquêteurs présentent les conclusions. Il ne fait désormais plus aucun doute que Nelson Piquet Jr. s'est délibérément craché lors du Grand Prix de Singapour 2008 et que l'accident avait été planifié par la direction de l'équipe Renault. La FIA parle de conspiration d'une gravité sans précédent. Les mots sont lourds, tranchants, irrévocables. Briatore, jusqu'ici flamboyant et sûr de lui, voit son monde s'écrouler. Le Conseil prononce sa radiation à vie de toute activité liée au sport automobile. L'homme qui avait construit une carrière de manager hors norme, avait amené Benetton puis Renault au sommet, se retrouve banni, humilié publiquement. Ses avocats protestent, ils clament son innocence, mais le couperet est tombé. Briatore est expulsé d'un royaume qu'il a longtemps dominé. Pat Simon, plus discret mais tout aussi impliqué, est suspendu pour 5 ans. Pour cet ingénieur respecté, cerveau de tant de stratégies victorieuses, c'est une chute brutale, l'image d'un homme de science méticuleux et intègre qui se fissure à jamais. Nelson Piquet Jr. lui échappe à toute sanction, protégé par le statut de témoin à charge. Il sort indemne sur le plan juridique, mais sportivement sa carrière est déjà terminée. Aucun patron d'écurie n'osera plus jamais lui confier un volant de Formule 1. Son nom reste associé à cette affaire, non pas comme une victime, mais comme un acteur complice d'un plan sordide. Fernando Alonso enfin est officiellement blanchi. Aucune preuve ne démontre qu'il ait eu connaissance du complot. La FIA réaffirme que sa victoire reste valide, mais même si elle fut obtenue dans des circonstances entachées, l'Espagnol, qui n'a jamais cessé de nier toute implication, conserve son palmarès intact. Mais pour l'opinion publique, cette victoire à Singapour portera toujours une ombre. Quant à Renault, l'équipe échappe de peu à la peine capitale. La FIA menace l'exclusion définitive, mais finalement accepte la démission immédiate de Briatore et Simon pour un gage de bonne foi. L'écurie reçoit une suspension de 2 ans avec sursis, un sabre suspendu au-dessus de sa tête, prêt à tomber au moindre faux pas. Dans le paddock, le verdict fait l'effet d'un séisme. Jamais la Formule 1 n'avait connu une telle affaire. Les discussions tournent en boucle. Faut-il aller plus loin, exclure Renault, annuler la victoire d'Alonso qui a peut-être, cette année-là, fait chavirer le championnat? Chacun a son opinion, mais une chose est sûre, l'histoire de la discipline vient de franchir un point de non-retour. L'affaire Crashgate ne se referme pas avec le verdict, au contraire, elle continue de marquer chacun de ses acteurs et le monde de la Formule 1 tout entier. Briatore disparaît temporairement des paddocks, puis saisit le tribunal pour révoquer sa radiation à vie. Il gagne. Depuis quelques mois, son retour chez Alpine, la section sport du groupe Renault, nouveau nom de l'équipe. Il y travaille en tant que conseiller exécutif, puis en mai dernier, il est officiellement annoncé comme directeur de l'équipe Alpine, un rôle aujourd'hui encore incompréhensible pour une grande partie de la F1. Pat Simon, lui, survit à la tempête de la manière la plus pragmatique. La suspension de 5 ans lui permet de rester dans le milieu automobile, mais à l'écart de la F1. Il travaille sur d'autres projets, participe à des programmes de développement, prépare son retour progressif. Son image est ternie, mais sa compétence technique demeure et reconnue. Il fera son retour, chez Williams notamment, en devenant chef du département technique. Pour Renault, les cicatrices sont profondes, l'équipe réussit à se reconstruire son image,
mais le nom est désormais associé au scandale le plus retentissant de la décennie. La confiance des sponsors, des pilotes et des fans a été ébranlée. L'écurie met des années à retrouver une certaine stabilité et une réputation à peu près respectée dans le paddock. Le paddock lui change aussi, les règles se durcissent, les contrôles s'intensifient, les stratégies suspectes sont scrutées avec une vigilance accrue. Le Crashgate devient une référence, un avertissement permanent, le sport a ses limites et franchir certaines lignes peut coûter bien plus qu'une simple pénalité. Enfin, pour la F1 dans son ensemble, l'affaire marque un tournant, l'éthique, la transparence et la confiance deviennent les priorités de la FIA, qui montre qu'elle peut agir face aux dérives, mais rappelle aussi que le spectacle reste fragile. Une victoire manipulée peut suffire à ébranler tout un univers. Le monde de Singapour 2008 avec ses lumières nocturnes et son Grand Prix inaugural n'est plus jamais la même. Derrière le feu d'artifice et la gloire apparente, le crash volontaire et ses conséquences hantent la mémoire de tous. L'histoire de la F1 a basculé, le Crashgate restera pour toujours une leçon de pression, de pouvoir et de limites franchies. Le temps passe, mais le Crashgate continue de hanter la mémoire collective de la Formule 1. Plus qu'un simple scandale sportif, il est devenu un symbole, celui des dérives possibles lorsque l'ambition, la pression et le pouvoir dépassent les limites de l'éthique. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast dédié à l'une des plus grandes histoires noires de la Formule 1. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le noter sur vos plateformes de podcast préférées. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast, saison 2.